Ça c'est la personne qui parle. Tiens, vas-y, si je fais ça, vas-y, repars. Mais par contre, quand je fais ça, c'est tout le monde. Je peux sortir 2 secondes ou pas? On a le droit? Non, ça y est. Bah, là, ça y est. Hein. Non, ouais. Lâche ta fille, lâche ton téléphone, lâche tout. Coupe avec le monde. Coupe avec le monde. C'est ça. Reviens à la réalité. Regarde. Vous sentez qu'il n'y a plus de musique, vous sentez le noir, vous comptez 1, 2, 3, comme ça vous savez que vous êtes bien connectés toutes les deux. Oui, d'accord. Nous, et on sait que derrière, tout le monde est là, nous. Et franchement les filles, si votre premier nous, vous le réussissez, c'est comme un la. Vous savez, c'est comme quand on donne la note en orchestre. Si la note, elle est bonne, après, tout l'orchestre est bon. D'accord. Donc le nous, il faut qu'il soit nous. Nous, habitants des quartiers populaires, parents d'enfants en détresse, traités inégalitairement sur le territoire de la République, accusant l'État et le ministère de l'Éducation nationale de non-assistance à nos enfants en danger. Nous nous adressons à l'Assemblée citoyenne ici présente pour lui demander de recevoir nos griefs, nous entendre témoigner de la rupture d'égalité et du désengagement de l'État auquel nous sommes quotidiennement confrontés et faire en sorte que justice nous soit rendue. Notre jeunesse, il est à l'honneur. Ouais. Vous voyez, les sympas. enfants et les jeunes, vraiment, c'est une richesse. Ouais. C'est une richesse de la ville et ça montre que la ville elle est vivante et on va faire des choses. Vous allez le voir. Vous allez entendre parler de nous. Super. Wow. Bravo. Aujourd'hui, on enregistre depuis la fête de la ville une émission avec un public déchaîné. Faites du bruit! Pouvez-vous nous dire pourquoi ce thème cette année? Alors cette année, on a choisi avec les associations le thème de l'égalité républicaine. On s'aperçoit qu'ici à Stains, par exemple dans le domaine de l'éducation, vous les enfants, les jeunes, vous n'avez pas forcément les mêmes moyens que d'autres enfants qui par exemple vivent à Paris ou dans d'autres territoires. Donc on se bat pour que justement l'égalité républicaine soit, je dirais, appliquée ici à Stains pour tout le monde et en particulier pour les enfants. Et juste derrière moi, il y a le stand des mamans qui organisent, qui vont préparer un colloque important sur l'éducation. Donc voilà, ce qui est important, c'est l'humain et c'est vous qui nous procurez cette force et cette énergie. Nous vous remercions, monsieur le maire, d'avoir pris le temps de nous répondre dans la team 10-12 sur Radio Campus Paris. Bonne fête de la ville. Merci à vous surtout. Nous sommes un collectif de parents et nous préparons les 3e états généraux de l'éducation. Les états généraux de l'éducation ont commencé à Montpellier avec un comité de mamans qui se sont révoltés parce qu'il n'y avait pas de mixité sociale. Donc ils ont fait les premiers états généraux en 2017. En 2018, ça s'est fait à Créteil. Nous les avons rejoints dans cette action et on prépare pour le 29-30 les états généraux à Stains. Le but, c'est de montrer et mettre l'État face à ses responsabilités. Parce qu'il y a une inégalité pour l'éducation. Les enfants des banlieues n'ont pas les mêmes accès aux droits que les enfants qui sont dans les grandes villes. Et donc nous, on se bat pour avoir
l'égalité des droits. Il y a moins de profs, moins de police et moins de juges. Ok? Et du coup, les mamans, elles se mobilisent justement demander l'égalité d'accès à l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous, on a fait une collectif des mamans et on souhaiterait que la population, les papas, les mamans, ils se joignent à nous. Il n'y a pas assez de professeurs remplaçants dans le 93. C'est un fait établi. Des classes entières sont livrées à des stagiaires. Quand on arrive en septembre, il n'y a déjà plus de professeurs remplaçants. Avec les classes dédoublées, ça s'est accentué. En théorie, c'est une idée formidable. Mais les écoles qui n'ont pas de locaux ne peuvent pas la mettre en pratique. On se retrouve avec des enseignants qui font cours en même temps. Cela perturbe les enfants et les professeurs. Je trouve que c'est à la fois percutant, mais en même temps, c'est quand même dense. C'est vachement... c'est chouette. Hein. Vous avez réussi un truc qui cerne bien le problème, qui est cohérent et qui avec des arguments. J'ai relu le début de la pièce, enfin de ce que vous avez, enfin, ce qu'on a tous ensemble mis à l'écrit. J'ai le sentiment qu'on reste encore sur ce sentiment-là où on montre du doigt les professeurs quand même, plus que le problème de l'État qui là actuellement a finalement remplacé ces enseignants absents. J'ai l'impression qu'on... Le fait de dire ça dès le départ, ce qui nous dérange le plus, c'est les absences répétées des enseignants. C'est comme si on attaquait d'abord les profs, alors que ce n'est pas notre propos. Nous, c'est l'État qu'on attaque et non pas les profs. Ce travail-là, il a pour fonction d'introduire la journée importante du samedi, donc c'est vous qui l'introduisez. Et en fait, ce travail-là, c'est un état des lieux que vous posez et que vous donnez à voir à tout le monde et à entendre. Donc vous introduisez ensuite les tables rondes qui arrivent derrière. Et dans les tables rondes, du coup, c'est là qu'on va discuter en profondeur. Alors concrètement, là, qui se lance pour être sur le plateau et jouer? T'as qu'on est des vrais quand même, t'inquiète. Moi j'ai une... Alors, c'est que des vrais. C'est ok. Il y a Christiane et Nick aussi. Chadia, ok. Je suis ravi et vraiment content de voir ce soir la présence du collectif, je dirais du collectif très, très large, hein, parce que vous êtes très nombreuses, du collectif qui prépare les états généraux de l'éducation très prochainement. Ça avance à grands pas. On peut aussi être vraiment très très fiers de voir que toute la préparation, toute la réflexion, je dirais toute l'action, elle est faite par les habitants. Les habitantes, en l'occurrence, là, on ne peut que citer que les habitantes. Voilà. Nous sommes toutes des mamans, comme vous voyez, des habitantes qui fréquentions le centre social, la maison pour tous Semina Setti. Et le collectif a été constitué ainsi. Et on a petit à petit écrit l'appel des états généraux. On a choisi nous-mêmes notre logo. Il a été choisi grâce à Rachida, je tiens à le dire. On a créé notre page Facebook, on a créé notre Twitter. Et pour nous aider, on a rencontré des philosophes, on a rencontré des sociologues, on a rencontré dernièrement l'historienne Laurence Decoq qui nous a donné un très grand pouce dans la communication. Et ça nous a permis petit à petit d'apprendre à comment faire. Mais j'aimerais vous parler de la particularité de ces troisièmes états généraux. On s'est basé surtout sur l'aspect artistique de l'événement. Nous avons une pièce théâtrale que nous avons coécrite.
C'est ces habitantes que vous voyez là qui ont coécrit. Et bien sûr, pour ce faire, on a eu l'aide de Marina da Silva, qui est une grande journaliste, qui nous a déjà épaulés dans l'atelier écriture pendant 2 ans. Et là, elle nous a épaulés pour l'écriture de la pièce, sans oublier le studio théâtre. C'est par Marjorie Nakache que la mise en scène va être faite. Moi, qui suis issue de la banlieue, j'ai grandi dans le 93, j'ai été à l'école de la République dans les banlieues. J'ai subi ces inégalités, ces discriminations en direct. Donc je sais de quoi je parle et mes enfants continuent à les subir. Donc je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas une fatalité. Donc il faut se battre. Et ce projet, je l'ai trouvé extraordinaire. Et donc j'ai rejoint le collectif de parents. Et j'en suis fière et j'y crois. En tous les cas, vous soulevez de vrais débats politiques, dans le bon sens du terme. Voilà. La question de l'égalité, la question de la justice, la question, je dirais, du bien vivre ensemble. Pendant que, malheureusement, une bonne partie de la classe politique et une très grosse partie des médias sont en train de voiler complètement le vrai débat politique. Les médias devraient venir vous rencontrer, discuter avec vous, au lieu justement d'aller, je dirais, dans des tentatives, dans des tentations de division et de stigmatiser une partie de la population. On n'a pas l'habitude, donc ça commence à venir, que les citoyens interviennent sur des questions comme celle-là. Et moi, je crois qu'on ne peut que vous encourager, et je m'en réjouis, et on sera à vos côtés. On est des élus, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Et avoir des habitantes comme vous qui sont pignaces et qui vont chercher à connaître, à s'investir, parce que c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'investissement personnel, c'est de l'investissement du temps qu'on a pris à la famille. Vraiment, bravo, merci. Et ça c'est quelque chose qui motive encore plus, en tout cas, l'engagement qu'on partage quelque part ensemble. On est très fiers à ce temps d'avoir un collectif, je vais pas dire de maman, mais j'ai envie de le dire aussi, un beau collectif de femmes comme ça. Et vous faites, et j'ai envie de dire, vous faites aussi de la politique, mais pas de la même politique comme on peut voir là-haut au gouvernement, mais vous faites votre politique de terrain et c'est ça en fait la vraie politique. Et ce que vous faites, c'est important parce que quelque part, vous souhaitez simplement que la République renoue avec les quartiers populaires. On les applaudit pour les encourager. Bravo. Je vous rassure. Merci mesdames à vous, merci beaucoup. Très bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, on a eu le trac, Bonne soirée, au revoir. On y va et on met bien la pêche et tout ça. Hein, voilà, on joue. Ma fille qui est en CM1 n'a eu une institutrice stable dans l'établissement qu'en CP. Depuis, elle est passée de remplaçant à remplaçante et de stagiaire en stagiaire. Cette année, elle a eu 2 stagiaires dans la même classe qui se relayaient chaque semaine. Bon, je n'ai rien contre les stagiaires, mais il faut les mettre avec des professeurs expérimentés. Hein? Eh ben oui. Vous savez quoi? Vous savez, quand je leur ai dit que je ne trouvais pas cela pédagogique, que nos enfants se retrouvent perdus entre 2 personnalités et 2 méthodes d'enseignement, je vous laisse deviner ce qu'ils m'ont répondu. Quoi? Que les enfants s'adaptent vite. Oh non, c'est pas possible. Vraiment? C'est la réponse. Eh oui. C'est la réponse. Personne ne semble prendre en considération le fait que l'éducation nationale se distingue des autres administrations par la faiblesse de présence de ses agents dans les écoles. Alors, 15 heures par semaine pour les agrégés, 18 heures pour les certifiés et 27 heures pour les professeurs des écoles. Hein? Non, moi je refuse ce discours réactionnaire. Voilà, c'était bien, ça va trop vite et tu penses pas à ce que tu dis. Alors on va se la refaire. Et Arlette, il faut que ça t'aide le fait de sentir. Non, je suis pas d'accord. C'est un discours réac, ça. Vous êtes pas d'accord? Nous aussi, on n'est pas d'accord. Ok? Alors d'abord, c'est pas le problème, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Donc appuie-toi
sur le fait qu'elle vient à côté de toi, elle vient à côté de toi, ça t'aide. Tu vois? Et vous êtes ensemble. Dis-toi, c'est comme si on vient derrière, il fait comme ça. Engueule-le. D'accord. Engueule-le. Non! Moi, je refuse ce discours de réactionnaire. Tout à fait. On n'est pas là pour faire la police et fliquer les professeurs pour leur motif d'absence. C'est vrai, là. Le problème, ce n'est pas le fait qu'ils soient absents, c'est la raison de l'épuisement et le fait qu'ils ne soient pas remplacés. L'État a le devoir d'assurer sa mission de service public et d'éducation pour tous nos enfants. Il se doit le faire à Stein et dans toute la Seine-Saint-Denis, comme il le fait dans d'autres parties du territoire. Tout à fait. Tout à fait. Oui, viens, arrête. Très concrètement, Francine, je veux dire, ce texte, il faut l'écrire. Il faut avancer, il faut l'écrire et il faut le renvoyer absolument la semaine prochaine. Voilà, oui, on est d'accord. Parce qu'une tribune de 4500 pages pour l'IB, c'est quand même... Signe. T'as dit 4500 pages. Oui, c'est presque une page entière, enfin c'est 3/4 de page. Et là, avec toute l'actu qu'il y a, justement... Ça se bouscule, On a le début. Nous, habitants des quartiers populaires, mais du coup, il faut rentrer dans le concret. Parce que si c'est pour redire que dans le 93, c'est la misère, voilà. Les gens le savent. Donc il faut partir des anecdotes, entre guillemets, parce qu'à ce stade, c'est plus des anecdotes, et des choses que vous avez vécues, qui font une image, qui sont hyper violentes. Mais on dénonce ce qu'on a dit dans la pièce de théâtre. Bah oui, c'est ça. On est des professeurs qui sont formés, qui sont préparés à venir dans la banlieue. Moi, au collège de ma fille, un prof, il est venu, le matin, il n'est plus revenu. Un collège dont tu parles, comment il s'appelle? Jules Curie. Qui a dit, il y en a une d'entre vous qui a dit, il n'y a pas longtemps, au collège, depuis la rentrée scolaire, c'est toi qui en as parlé, Nadia. Oui. Ça, c'est concret, ça. Ça fait un mois et demi, il n'y avait pas de prof de techno face aux élèves. Techno, là j'ai le truc. C'est concret, ça. Est-ce qu'on peut parler aussi de la sécurité des enfants pendant pendant la récréation? Je trouve que c'est pas normal que dans un collège de 622 enfants, il n'y a que 3 surveillants dans la cour. Et c'est pour ça qu'ils sont tous confrontés à des bagarres. Là, j'ai cet après-midi un conseil de discipline pour un enfant aussi. Voilà, ils sont 3 surveillants et des fois, ils sont que 2. Au même moment. Au même moment. 3 surveillants. Après, il faut surtout revenir à la forme. Donc, à qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse uniquement à M. Blanquer? Est-ce qu'on s'adresse au gouvernement? Mais là, à ce moment-là, ça se noie complètement. Moi, je trouve que c'est une bonne idée au président. Et si ça ne fonctionne pas, moi j'écris à M. le Président de la République toute seule et je demande une audience en tant que grand-mère. Je vous promets, parce que je sais m'exprimer, je pense. Bien sûr. Je bégaye parce que ça me fait de la peine. Je vous préviens, je le ferai. Moi, j'écris à M. le Président de la République. Je demande une audience même. Et je vais avec 2-3 mamans, si elles veulent bien. Ça explose. Vous verrez. Ne faites pas pleurer. Mais non, non. Moi, je suis allé après. On est contents. Mon mascara après. Mon mascara. Comme quoi ça remue des choses. Parce que c'est bien des tripes. Alors Karima, je te mets la réplique avant, comme ça tu sais où t'enchaînes. On m'a conseillé d'aller en bac pro. Oui, mais aujourd'hui, même pour trouver un stage, c'est un vrai parcours de combattant pour nos jeunes. Avec la seule adresse, le 9-3, ils sont rejetés de partout. Ils se retrouvent à faire leur stage dans la boulangerie ou dans le... Parce que le boucher, je l'ai enlevé. Ouais. Tu sais pourquoi je l'ai enlevé? Ça me gêne par rapport à... Parce que le fils de Khéra, c'est ça qu'il a choisi.
Et Khaira, elle est dans le public. Si je fais ça, comme si, voilà, je dénigre la boucherie. Parce que son fils, il a spécialisé. Oui, mais par contre, je ne voulais pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai changé. Vas-y, refais-la donc. Je vais pas dénigrer. Donc, refais-la. Ils sont rejetés de partout. Ils sont obligés de faire leur formation chez le boulanger ou chez le coiffeur à côté. Eh bien, ils ne sortent pas de la ville. Voilà, super. Là, le but, c'est pas de dénigrer le coiffeur mais de dire que voilà, nous, on a envie que nos jeunes, ils sortent des quartiers. Oui. Après, je suis tout à la fin. Ouais, tu sais, après Fadila, tu es tout sur à la la mixité, ouais. D'accord. Ouais, j'aime bien ce passage. Ah, j'aime bien la mixité. Ah, Oui, ouais. very good. Ah ouais, il faut que je fasse l'anglaise à un moment. Vas-y, ça marche. Je serai sur, dans le sens où les pauvres sont mis ensemble. Voilà, c'est ça. Mixité, mixité. Je n'aime pas ce mot que les médias, les politiques s'acharnent à nous balancer à longueur de journée. Et ce, depuis tant d'années. C'est comme intégration. Intégration. On intègre un prisonnier repenti. Mais moi qui suis née en France, je dois toujours me justifier. Et jusqu'à quand? D'où je viens, qui je suis. Mon CV en somme. Si j'étais une blanche franco-américaine, on me demanderait pas tout ça. On dirait very good. Ça c'est le truc. On a voulu que je fasse un petit truc marrant. Ça c'est rajouté. Est-ce que vous pensez, alors là on a changé par contre, on a plus mis espagnol, on a mis un Suisse. Tu as mis un Suisse? Ouais, un Suisse. Ah d'accord, il fallait le... Par rapport à ce qu'ont vécu les Espagnols, presque bilingues. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on demande à un Suisse de s'intégrer? Et là, tu dois dire non. Ouais. Eh ben non. Et moi, je réponds, moi, je suis là à l'américaine. Well, no. Ouais. C'est le côté un petit peu marrant. Mettre un peu de l'ambiance. Bon, ben, j'espère qu'on va s'en sortir. Hein. Moi, j'aime bien le théâtre. Dans une autre vie, peut-être que j'aurais fait comédienne après. Oui, on va y aller. Moi, en tout cas, j'aime bien. Dès que je peux y aller, j'y vais. Allez, à vendredi. Au revoir. Bah, super, au revoir Daniel. Bonne soirée. On t'attend vendredi. Je serai là. Allez, allez, allez. Le French Cancan. Contre la transphobie, le French Cancan. Elles sont là. Pour moi, vous avez bien cadré. Les valeurs républicaines, c'est bien de les lire sur le fronton de l'école, hein, liberté, égalité, fraternité. Mais dès 3 ans, un enfant apprend de ce qu'il voit, apprend de ce qu'il vit, pas simplement de ce qu'il peut lire. Donc à un moment donné, l'école est un pilier de la République. Benoît Pasquier, j'arrive du fin fond de l'Ariège, je suis proviseur d'un lycée professionnel. Ça fait 9 ans que je me bats pour faire entrer des parents dans l'école. Et pour refaire entrer des gens qui ont été maltraités par l'école dans l'école, c'est très difficile. Forcer la porte des écoles. Contrairement à ce que dit encore tout récemment Blanquer, à ce qu'ont dit tous les ministres de l'Éducation qui se sont succédés, que ce soit des gouvernements socialistes ou des gouvernements de droite, toutes et tous, en réalité, n'ont mis aucun moyen, pas simplement financier, mais moyen humain et une volonté forte de faire en sorte que l'éducation dans nos villes et quartiers populaires, ce soit vraiment une priorité. À la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'on a entendu? Laïcité, sécurité. Parlons d'abord d'éducation. Parlons auprès de nos enfants et des parents de fraternité. Parlons d'émancipation. Parlons de culture. Parlons de joie, de solidarité. Et après, on pourra parler de laïcité et sécurité. Et je suis sûr qu'on en parlera beaucoup moins parce que justement, on aura créé un socle de solidarité et de fraternité. C'est ça dont nous avons besoin. Et je pense que votre démarche, elle est vraiment en plein dedans. Bravo en tous les cas. Rendez-vous au Castin. Voilà, le 29, 30 novembre, s'il vous plaît. Merci. Bonjour camarades. En Seine-Saint-Denis, on nous envoie de jeunes profs qui démarrent leur carrière. Ils ont 24, 25 ans et n'ont jamais enseigné. On les met dans des situations difficiles.
ils arrivent avec les clichés qui collent aux habitants. Ça, c'est vrai. Souvent, ils ont une représentation de leur travail comme le parcours du combattant, où ils vont avoir affaire à des sauvageons. Et ils vont avoir affaire à des sauvageons ou ils pensent avoir affaire à des sauvageons. La plupart des profs nouvellement affectés viennent pour se faire la même. Très peu d'entre eux restent chez nous. La majorité cherche à fuir ce département le plus discriminé de France. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait rencontrer une situation en dehors de notre département, la même situation en dehors de notre département? Non. Certainement pas. C'est une seule même phrase. Est-ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait rencontrer la même situation en dehors de notre département? Non. Certainement pas. Peut-être que là, vous pouvez toutes venir autour pour que ça fasse un petit groupe. Ce qui fait que toi, tu es un peu au milieu, porteuse d'immenses espoirs, Porteuse d'immenses espoirs. Porteuse d'immenses espoirs. L'école fait l'objet des ressentiments les plus profonds. Aujourd'hui, elle est le lieu par excellence des reproductions des inégalités sociales. Alors d'un côté, vous voulez l'éducation égalitaire pour tous, et de l'autre, vous semblez vouloir vous mettre à part. Mais pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de processus spécifiques? On ne demande pas la charité. Nous, ce qu'on veut là, nous, on veut faire valoir nos droits. Ouais! On veut passer d'une logique d'égalité théorique à une logique d'équité sur le terrain. Tu as tout dit. Faut pas que tu les regardes. On veut passer d'une logique de... J'arrive même pas à savoir ce que tu dis. On veut passer de l'égalité, voilà, d'égalité théorique à une logique de savoir d'équité sur le terrain. Voilà. Il faut que tu restes, mais après, il faut que tous on se rapproche, on prime doucement, et qu'il n'y ait pas des machins, ces gens, vous la regardez. Super. Voilà, viens. Nous, ce qu'on veut, c'est faire valoir nos droits. Ouais! C'est ça. Je vous explique. On veut passer d'une logique d'égalité théorique à une logique d'équité sur le terrain. Bien. Si j'ai bien compris, hein, on est là pour ça, hein. Le tout est de savoir comment est. Voilà. À la base, il y avait 3 maires qui étaient engagés pour aller sur le recours contre l'État, c'est-à-dire Bondy, l'île Saint-Denis et Stein. Là, la conférence de presse, c'est vraiment pour du coup officialiser que l'on va vraiment déposer le recours. Et ce qui est important aussi dans cette démarche-là, c'est pas que l'affaire des élus, des maires, des adjoints, des élus municipaux, c'est l'affaire de tout le monde. Et il n'y a pas plus important que ce soit vraiment relayé par les habitants, par les associations. Et je prends l'exemple des mamans, des femmes qui sont vraiment mobilisées autour des états généraux de l'éducation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est vraiment sur le terrain, etc., des associations, etc. Donc voilà, voilà un peu comment ça va se dérouler cette conférence de presse. On est arrivé, ouais. Ce rapport parlementaire, quelque part, nous a malheureusement conforté et a mis quelque part en avant le fait que depuis plusieurs années, les maires que nous sommes ici, mais aussi d'autres élus, avions à chaque fois alerté les services de l'État, alerté les différents gouvernements qui se sont succédés. Quasiment tous les présidents sont venus sur le territoire et on fait aussi le constat de difficultés. Et à côté, aucune mesure. Comme dirait Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Nous voulons des choses concrètes, des choses qui s'inscrivent dans la durée, des choses qui permettent en tous les cas, des actions qui permettent de donner de l'espoir, de redonner de la dignité dans nos villes et dans nos quartiers populaires.
Nous savons déjà depuis trop longtemps la stigmatisation à l'égard du département de la Seine-Saint-Denis. Et donc, s'il n'y a pas de réponse, ou s'il n'y a pas de réponse satisfaisante, immédiate, eh bien, nous saisirons bien évidemment les juridictions administratives pour contraindre l'État à respecter ce qu'il aurait dû respecter depuis très longtemps, c'est-à-dire respecter la jeunesse, respecter les habitants, respecter l'égalité, respecter la justice. Bravo. Nous aussi, on s'est basé sur ce fameux rapport des parlementaires. Selon ce rapport, la meilleure école de la Seine-Saint-Denis est en dessous de la pire école de la capitale. Ça résume tout. Et aujourd'hui, on est dans le soutien de ces municipalités présentes, surtout que le hasard fait bien les choses. Le jour où nous, on avait décidé de partir à Montpellier pour organiser ces états généraux avec Montpellier, le même jour, le maire de Stein, avec la maire de Bondy et de l'île Saint-Denis, ont décidé de porter ce recours-là. On s'est dit qu'il y a un respect mutuel concernant ces idées-là et il y a aussi un soutien mutuel concernant ce débat et cette résistance. Merci à vous. Nous, les habitants des quartiers populaires, refusons l'entre-soi et l'exclusion, voire l'assignation à résidence, et aspirons à faire société commune. Nous vous invitons donc, tous et toutes, à participer donc, aux 3e États généraux de l'éducation, à Stein, donc dans les quartiers populaires, pour agir ensemble et faire que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, soit enfin respectée. On n'a pas assez de petits professeurs remplaçants. Nos élèves de la Seine-Saint-Denis perdent un an dans leur éducation devant les élèves de la capitale, par exemple. Donc la question c'est donc, du coup, comment on fait quand on est contacté par des journalistes X ou Y? Parce que on peut se dire, ah super, la presse nous contacte, c'est vachement bien, on va pouvoir leur parler. Donc c'est normal que ça fasse cette impression-là. Parce que c'est tentant, quand on se dit, ça y est, on s'intéresse à nous, c'est vachement bien. Ça, c'est la première impression. Je vous dis ça parce que quand on a travaillé, par exemple, au moment des émeutes en 2005, Arlette pourra en parler parce qu'elle était au cœur du projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des habitants qui ont dit, on va essayer de répondre, on va cadrer, on va tenter d'eux. En fait, on s'est rendu compte qu'on se faisait avoir par tout le monde, parce que tous les propos étaient détournés, au point où après, moi, je dis aux habitants, bloquez tout. On avait aussi le problème des journalistes étrangers qui étaient venus, pareil, à Blanc-Ménil. C'est pour ça qu'ils sont quand même, je m'excuse de le dire, mais ils sont quand même assez vicieux, hein, puis ils sont professionnels en plus. C'est même plus de vice, c'est du professionnalisme. Quand ils sont venus pour justement interviewer les habitants, tout ça, et se sont dirigés vers un groupe de petits jeunes. Et à un moment donné, on ne comprend pas, parce que nous, on est là, les adultes, tout ça, puis on voit qu'ils demandent, en fin de compte, c'était des Russes, voilà. Et ils disent, voilà, c'est des Russes. Ils demandent, on voit que les gamins, d'un seul coup, ils remontent leur capuche. Parce qu'au final, ils voulaient dire Blanc-Ménil était représentatif de la violence, de tout ce qui se passait. Et ils les ont même comparés aux Tchétchènes, tu vois. Ils nous ont comparés aux Tchétchènes. Alors tu dis. Oui, c'est vrai. Ah oui, je vous promets. En fait, ils ne sont pas au rythme de nos messages et de ce que nous on dit, ils sont au rythme de l'actualité. Et l'actualité, elle pue actuellement, mais vraiment elle pue. Et on va vous dire, oui, mais on sait que vous vous battez pour la mixité, on sait que vous vous battez pour l'égalité, et donc c'est vous qu'on veut entendre. Et ensuite, on leur donne nos messages et ils les retranscrivent, mais à leur sauce et selon leur grille de lecture et avec les filtres que les grandes rédactions ont. Et c'est ça où c'est dangereux, où faut pas, en fait, on n'a pas besoin d'aimer. Enfin, on n'a pas besoin. C'est qu'on décide, nous, avec qui et quand on parle. Et même pour vous dire, la confiance, elle n'est jamais acquise au point où, nous, on a appris, quand on a un média, on filme en fait. On filme en même temps qu'ils filment. Cette semaine, j'ai eu le contact d'une journaliste très bienveillante. C'est même une féministe. Pour elle, il faut arrêter à un moment donné d'attaquer les femmes, même qu'elles soient voilées ou pas. Donc le sujet, c'était bien sûr avoir une femme voilée, une non voilée qui témoigne. Pourquoi tout ça. Et puis elle trouve ça, enfin, elle n'a pas envie de faire cet article, mais sa rédaction lui demande de le faire.
Donc ils auront beau, eux, avoir une bienveillance, des convictions, partager des choses, mais une fois ils font leur texte, ils l'envoient à leur rédaction, c'est la rédaction qui valide ou pas, qui décide de modifier ou pas le texte. C'est pour ça que c'est important de croiser plusieurs informations. Exactement, oui. Si c'est un média qui nous contacte, déjà on discute pour savoir de quel média il s'agit. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est quoi sa ligne en fait éditoriale? Comment il écrit régulièrement sur les sujets? On va regarder ça. On va regarder un deuxième élément, c'est qui le journaliste? Et on va chercher à se renseigner sur le journaliste pour savoir comment il fait les papiers. Et après, troisième élément, c'est « Ok, toi, tu veux parler de ça, mais nous, notre propos, c'est celui-là. » Donc, comment on fait? Parce que ça, on t'en parlera pas. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Si vous voulez vraiment savoir comment ça se passe et ce qui se passe dans les quartiers, c'est facile. Le groupe, il est là, il va vous dire. Aujourd'hui, nous faisons le constat qu'il n'y a plus de mixité sociale dans les quartiers populaires. Les statistiques sur les revenus, les logements, les types de ménages montrent que les inégalités se sont creusées depuis une quinzaine d'années et que malgré toutes les politiques de la ville, la mixité sociale recule. Avec des ghettos de riches de plus en plus clos sur eux-mêmes et des ghettos de pauvres qui s'enfoncent dans les difficultés. C'est vrai, je suis arrivée en 2005 et on nous a attribué de belles constructions en Moulin Neuf. Il y avait un Julien. Il est resté 2 ans et puis il est parti. Ah, c'était le Julien. Depuis, ils ont attribué ces beaux pavillons à des Arabes et des Noirs selon leur nom. Mon mari s'appelle Mohamed. Ah, c'est pas le Mohamed. La mixité, c'est un mirage, une illusion. Aujourd'hui, il n'y a plus de mixité sociale et il n'y en aura plus selon moi. On ne peut comparer comme aux États-Unis, où ils sont organisés par origine ethnique, mais ici en France, il y a une forme de ghettoisation dans le sens où les pauvres sont mis ensemble. Les enfants d'immigrés ne sont plus des immigrés. Et pourtant, ils sont toujours considérés comme des Français de seconde catégorie. Pourtant, j'ai grandi avec des enfants qui venaient comme moi d'horizons différents, d'origines et de cultures différentes de la mienne. Lorsque nous jugions, nous n'attachions pas d'importance à nos croyances, ni à la langue de nos origines. Il y avait une mixité culturelle. Nous étions dans une cité, donc une société plutôt mixte. Nous grandissions, il me semble, dans une harmonie commune, bon enfant. Et puis ça fut brutal, le premier choc pétrolier de 73. Ça a été le début d'un chômage grandissant. Les gens déménageaient, ils ne pouvaient plus payer leurs factures. J'ai vu la cité changer. On est dans un entre-soi social et culturel. Vous voyez que c'est un métier d'être comédienne parce que nous on fait ça 8 heures par jour. Ah ben ça, il n'y a aucun doute que c'est un métier. Je vous remercie. Là, franchement. Je te le regarde encore mieux que ça. Écoute-moi, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas, comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, elle ça va. Pas d'autographe. Elle a mis des paillettes. Mesdames, vous mangez peut-être à la prochaine fois. J'ai choisi ces 2 textes, et en particulier celui de Jacques Rancière, parce que c'est un des rares textes qui pose une question que vous avez posée, à savoir, est-ce qu'il faut dire que nous ne faisons pas de politique? Or, nous faisons de la politique, mais justement autrement, dans un autre sens, et le texte de Rancière, en fait, dit ça. Donc même s'il paraît complètement obscur au départ, j'espère que voilà, ça va se dégager. Et de toute manière, c'est moi qui commence par parler, mais après, c'est à vous. Hein. Donc voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est que peut-être on commence par lire ce premier texte. La politique existe lorsque l'ordre naturel de la domination est interrompu par l'institution d'une part descendante. Ce peut être l'activité des plébéiens qui font usage d'une parole qu'ils n'ont pas. Ce peut être celle de ces ouvriers du XIXe siècle qui mettent en raison collective des relations de travail qui ne relèvent que d'une infinité de rapports individuels privés. Ou encore celle de ces manifestants ou barricades qui
qui transforme en espace public les voies de communication urbaine. Là, tu as l'air complètement flippée. Je nage, ouais. Non, mais justement. J'ai peut-être compris un peu le premier paragraphe, mais pas plus. Naturellement, les rapports sont des rapports de domination. C'est ça qu'il dit. Oui. C'est-à-dire, dans le monde animal, là, c'est la loi de la jungle. Oui, voilà. Donc voilà, c'est le plus fort qui gagne, c'est le droit du plus fort, ce qu'on appelle le droit du plus fort, qui en fait n'est pas du tout un droit, mais qui est au contraire du non-droit. Et très souvent, par exemple, on a utilisé la pensée d'un spécialiste des sciences naturelles du 19e siècle qui s'appelait Darwin. Et on a souvent utilisé ce que disait Darwin pour décrire ce qu'est le monde social. Ça, est-ce que c'est politique? Pour lui, non, c'est pas cet ordre naturel qui est la politique, mais c'est quand il est interrompu que ça devient politique. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la politique, c'est quelque chose qui doit aller à l'encontre de l'ordre naturel. Et ça, en fait, ça renvoie à un autre auteur, qui est un auteur de l'Antiquité, qui est Aristote. Et Aristote dit « l'homme est un animal politique ». Ça veut dire, oui, du point de vue biologique, on est des animaux, en effet, mais en réalité, on a le langage. Les animaux peuvent communiquer, mais c'est pas du langage. C'est une autre manière. Seuls les hommes ont la faculté de langage, c'est-à-dire qu'ils ont seuls la faculté de penser, et que donc leur communauté, au lieu d'être fondée sur les rapports de domination, elles vont être fondées sur le langage, sur le rapport au droit, sur la reconnaissance de l'autre, toutes sortes de choses qui n'existent pas dans le monde animal. Et en fait, Rancière, il a en tête cette formule d'Aristote, lorsqu'il dit qu'il y a de la politique quand l'ordre naturel de la domination est interrompu par la part des sans-parts, c'est-à-dire est interrompu d'abord par la possibilité de la parole et justement de penser autrement le droit, c'est-à-dire de penser le droit par la parole. Mais il dit, ce qu'il dit en plus d'Aristote, et ça c'est pas la formule d'Aristote du tout, c'est la part des sans-parts. Autrement dit, pour qu'existe de la politique, il faut que ceux qui auraient peut-être été naturellement dominés dans l'ordre de la nature, eh bien justement ne le soient pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent revendiquer une part au collectif, c'est-à-dire un partage du pouvoir. Et en fait, la politique commence avec la conscience de l'injustice. On commence à faire de la politique quand on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et si on admet l'injustice comme un fait acquis, dans ce cas, justement, on n'est pas dans le politique. Dans le cas, on est dans l'ordre de la nature, c'est-à-dire on est dans le monde animal, dans lequel, en effet, il n'y a pas de justice. Et donc, la politique, c'est un espace de revendication. Quand on fait les états généraux d'éducation, on porte un regard critique sur le monde social. On fait exactement ce que Rancière définit comme la politique. J'avais du mal à admettre qu'on faisait de la politique, voilà, parce que tout simplement, comme on a cette image tellement négative qui nous est renvoyée, donc du coup, on n'assume pas forcément le mot en tant que tel. Je pense qu'en sortant de cet atelier-là, on sera d'autant plus, comment dire, voilà, armé, exactement armé, et on comprend mieux ce qu'on finalement on faisait au quotidien. Et ça nous légitime encore plus, je pense, de voir d'un bon côté, du bon côté des choses. Hein. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'on est dans une stratégie politique? Oui. On est tous des animaux politiques. Que des stratégies politiques, finalement. La politique, c'est toujours de la stratégie. C'est toujours de la stratégie. Mais il y a des stratégies nobles. Comment on fait collectivement pour qu'effectivement tout le monde soit concerné par la question, tout le monde ait son mot à dire, donc la question de la parole, prendre la parole pour pouvoir exprimer du coup un point de vue sur une situation donnée. Et au-delà de l'exprimer, c'est je fais le constat qu'il y a injustice, mais je participe aussi à réfléchir à la manière dont on pourrait agir pour réparer l'injustice. C'est toutes ces notions-là. Moi, je trouve intéressant qu'on rediscute aujourd'hui sur le sens en fait de la politique parce que c'est essentiel. Bonjour Madame Dupont. Alors vous avez pu trouver un stage pour votre fils en 3e? Oh que oui, son père a fait appel à Oh son que oui! Ah, je regarde la salle. Oh que oui! Voilà, super. Allez, ça vient,
Bonjour, Madame Dupont. Alors, vous avez pu trouver un stage pour votre fils en 3e? Oh que oui. Son père a fait appel à son réseau. On a pu lui trouver un stage dans une très grande entreprise. Et vous, Madame Silla? Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. Mon mari aussi a fait appel à son réseau. Et il a pu lui trouver un stage à la boulangerie du coin. On part ensemble? Ah bon, non, quand Jamila elle dit bah moi il a trouvé un stage en boulangerie et toi t'arrives, oh il faut pas exagérer quand même, et là du coup hop ça me fait sortir et ça change la lumière. Mon mari aussi a fait appel à son réseau et il a pu lui trouver un stage à la boulangerie du coin. Bon là, vous en rajoutez quand même, si on cherche on y arrive. Moi j'ai réussi à faire un stage aux Archives nationales en plein cœur de Paris. Mais bon, c'est vrai que c'est mon professeur réseau qui m'avait recommandé. Avant, il y avait un bac national et égalitaire pour tous. Avec la nouvelle réforme, qu'est-ce que cela va-t-elle devenir? Aura-t-on un bac régional ou un bac 93? Pas le ou, un bac régional, un bac 93. Un bac régional, un bac 93? Voilà. Les diplômes ne sont pas tout. Il y a en France un problème où on dévalorise les formations professionnelles. Nous, ce qu'on veut, c'est l'épanouissement et la réussite pour tous. Ouais. Et la réussite, c'est que nos enfants choisissent leur propre vie. Si on veut vraiment la réussite scolaire de nos enfants, il faut que les profs soient en mesure de les instruire et qu'ils puissent approfondir leurs connaissances. Et plutôt qu'une opposition stérile qui ne fait que véhiculer des idées reçues, nous devons nous concerter avec les professeurs pour une action commune. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. N'ayez crainte de rien. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous n'êtes pas des pros, hein, on vous pardonnera tout. Ce qui compte, c'est que vous dites ce que vous dites et de le faire entendre aux gens qui sont dans la salle. Et vous verrez que ça va marcher tout seul, que ça marche très bien. Puisque déjà, nous, Kamel et moi, qui sommes dans la salle, sommes touchés par ce message. Donc on compte sur vous pour allons-y. Hein, il faut se bagarrer, on veut faire passer quelque chose, et on va réussir à le faire. On est d'accord là-dessus? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour moi, je ressens un peu le sentiment que vous êtes en train je dirais, de redonner une force à l'action collective. D'une certaine manière, vous êtes en train de repenser plutôt, ou en tout cas de renouer une certaine démarche qui, moi, me tient particulièrement à cœur, mais que ici beaucoup connaissent, et qui a guidé pratiquement 30 ans de ma vie militante. C'est la démarche d'éducation populaire. Et c'est sûr que, on va dire, l'action politique de manière générale a complètement, en tous les cas en partie, déserté, ou je dirais même a complètement ignoré cette force d'éducation populaire qui, dans d'autres temps, était quelque chose d'assez remarquable. Et il y avait la conjugaison entre les forces politiques, les forces syndicales et le mouvement d'éducation populaire, et chacune et chacun dans son rôle. Et c'est cette force qu'il faut continuer. Comme vous voyez, nous sommes un collectif d'habitantes, un collectif de mamans qui fréquentaient un centre social. C'est la Maison pour tous Yamina City dans la ville. Et vous savez, dans l'esprit de certains, et je dis bien l'esprit de certains, les femmes qui fréquentent les centres sociaux, ce sont des cassos. Et bien ces cassos ont pu s'emparer d'un sujet très très important qui est l'éducation. Ces cassos ont pu, comme vous voyez aujourd'hui, organiser ces 3e états généraux de l'éducation dans les quartiers populaires. Cette mobilisation-là, citoyenne, que nous avons entamée dans cette ville
On voudrait qu'elle soit contagieuse. On voudrait que ce cri qu'on a lancé aujourd'hui à Saint, on voudrait qu'il soit national, pour qu'on soit réellement entendu. Et c'est ce que je veux vous demander aujourd'hui, et permettez-moi de me lever parce qu'on est toujours dans le théâtre. C'est pour vous dire que nous, cette année-là, on a repris le flambeau de cette mobilisation de Créteil et de Montpellier, et bien sûr du Blanc-Ménil, parce que depuis 2005, elles sont mobilisées. Et aujourd'hui, on voudrait vous le passer, ce flambeau. Et pour ce faire, permettez-moi de vous l'offrir et de vous le... Et bien sûr, je ne vous l'ai pas montré, il est là. Vous devez imaginer ce flambeau, il est juste là. Alors, je voudrais vous le lancer, comme une jeune mariée lance son bouquet, pour un projet heureux d'avenir. Alors, 1, 2, 3, je lance. Merci. On descend les filles. Allez. Oui, moi je vais pas vous montrer la montage. De la fanfare. Il y a la conférence de presse qu'on a légèrement, on a parlé dessus rapidement le 13, et finalement la question se posait, est-ce que c'est une personne, deux personnes, est-ce que vous passez la parole et tout. Donc il y a une déjà qui se propose, donc moi j'écris les noms qu'on propose, c'est pas... Il faut déjà avoir construit quelque chose en fait en amont qu'on valide tous, pas une personne, que ce soit moi ou Inde ou peu importe. Ne faites pas tourner ça autour de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit on est capable de dire oui, on construit un texte ensemble et à ce moment-là, on le construit des phrases, c'est pas long. Hein. Il y a des propositions de chacun, chacune, peu importe. Soit on dit non et dans ce cas-là, on valide le fait que ce soit Inde qui parle en conférence de presse et dans ce cas-là, on lui fait confiance pour faire le texte et à ce moment-là, je ne veux pas entendre de c'est pas représentatif, ce n'est pas ce qui a été dit, ce n'est pas ce que moi j'aurais dit. Parce qu'à partir du moment où vous validez ça, il n'y a plus de parole derrière. Après, vous avez des journalistes, ils vont poser des questions. Vous devez faire confiance au groupe. Parce qu'à un moment donné, on va lui poser une question précise à Majda, elle va répondre selon ce qui lui vient en tête. Il ne faudra pas vous énerver parce que ce n'est pas les mots que vous aurez choisis. Attention, c'est super important. Il faut se faire confiance. Très bien. Alors, toujours dans le Chine Théâtre, il y a des propositions par rapport à toute la liste que vous avez été envoyée. Vas-y, donne la liste, il y en a qui... Alors, il y a Douce France de Rachita, France Gall résiste, Jean Ferrat, Ma France, Grand Corps Malade, l'éducation nationale. Vous projetez, c'est la fin du spectacle, ça se termine. C'est ça, c'est important. Et moi je dis résiste. Oui, résiste. Parce qu'il faut qu'on résiste. Prouve que tu existes. Je peux vous la faire. C'est à la fin On la connaît, résiste. Attention, la connaît. Ah ouais, mais moi par contre, je peux pas m'en empêcher, je vais danser. C'est bon, mais pause, on est. Ça, c'est Douce France, là, c'est tard. Alors maintenant, voilà. Qui est pour résiste, levez la main, on compte. On peut être sur deux chansons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rachita, levez la main. Alors on va voir, voilà, sinon je ne vois pas. 6, 7. Et on fait comment les mains? Et si je Oui, c'est un fait. C'est important de connaître l'histoire. Son évolution, ses échecs. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qui nous rassemble. Nous avons l'intime conviction qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Nous pouvons agir et lutter contre ces choix politiques. Et nous ne sommes pas dupes. Nous n'acceptons pas que soit recouvert d'un voile la perpétuation des inégalités et des discriminations à l'encontre d'une partie des enfants de ce pays. Les sages généraux de l'éducation sont des actes.
étaient là, ils nous ont soutenus, ils ont gardé les enfants, ils ont supporté notre absence même quand on était près d'eux, parce que quelquefois on était absent de l'esprit parce qu'on était dans nos pensées, dans ce projet, dans cet engagement, et même quand on était présent, on était absent. Alors merci à tous ces hommes-là, et merci à vous d'être présents avec nous. Je vous demande d'applaudir très fort Daniel Bouy, le réalisateur de ce film. Alors, je vais vous faire un aveu et je vais vous dire une chose. L'aveu, c'est que moi, le film, je ne l'avais pas encore vu en pré-projection, même si Daniel nous l'avait envoyé aux amis, bien évidemment. Donc beaucoup d'entre nous l'avaient vu. Moi, je l'ai découvert avec vous en même temps. Je suis un peu sous le... ça secoue, quoi. Voilà. Donc, on résiste, on s'organise collectivement, on fait confiance à l'intelligence collective. Et puis, on va parler de ça tout de suite. Alors, on va se mettre en place. On va monter 5 chaises sur le plateau. Et on va parler de ça tout de suite. On va parler, donc, vous avez compris, des quartiers populaires, de l'éducation populaire, d'ailleurs. Du coup, en regardant le film... Du coup, en regardant le film, m'est venue une question sur l'éducation populaire. Et puis, on va parler surtout des gens d'en bas, du lien avec les collectivités, la politique, et puis comment on passe de l'idée politique aux actes. Et ça, c'est le plus compliqué. Vous avez bien compris. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que la musique que vous avez entendue, c'est celle qui a été composée par un grand ami de l'UMA, qui est là très souvent à cette fête, c'est Michel Portal. Grand ami de l'humanité, Michel Portal, parrain des Origines, 1996. Alors, on attend nos invités. Alors, il y a Gilles Le Proust, le maire d'Allonne. Je ne sais pas s'il est là. Est-il là? Il est là, voilà. Je ne t'avais pas vu, Gilles, pardonne-moi. Tu es toujours secrétaire général de l'Association des maires de France, de villes et banlieues? Président depuis juin. Gilles Le Proust. Christiane Voller, l'universitaire, philosophe et enseignante. Très important, sans doute le dernier aspect. Ben voilà. Inde Ajrodi, qui est membre du collectif d'Austin, justement, des États généraux de l'éducation dans les quartiers populaires. Il est là, je crois, Inde. Ah, voilà, elle est là. Et donc Daniel Bouy, évidemment le réalisateur de ce film. Alors ce film, ça soulève beaucoup de questions. On est un petit peu serré, mais ça va aller. Il y a tellement de choses qui sont dites, évoquées dans ce film. Moi, j'ai presque envie de poser une première question un peu provocante, et vous allez voir pourquoi je vous disais ça tout à l'heure. 36 ans d'humanité. Dans la grande époque de l'humanité, dont j'ai vécu un peu la fin, en tous les cas les périodes charnières, le mot éducation populaire, rapporté à la politique, à la philosophie politique et à la grande idée politique, c'était presque un lieu commun, si je puis dire. C'est-à-dire, on l'utilisait à toutes les sauces. Il n'y avait pas un jour où dans l'humanité, quelle que soit la rubrique, etc., on n'utilisait pas le mot éducation populaire. Et puis j'ai le sentiment, mais si je me trompe, vous allez me reprendre et je vous pose la question à tous les quatre. J'ai eu le sentiment que ce mot était un peu tombé dans les oubliettes pour plein de raisons. En effet, comme c'est dit dans le film, on parlait plus d'inclusion, d'intégration, etc., etc. Et j'ai le sentiment depuis quelques années, et j'ai aussi le sentiment que ça part un peu d'en bas du côté des citoyens, que le mot éducation populaire est redevenu, non pas à la mode, mais comme une exigence. Est-ce que je me trompe? Gilles Le Proust, on va commencer par toi. Bonjour à toutes et tous. C'est vraiment avec un plaisir, un grand plaisir que je suis parmi vous. J'avais regardé le film dans mon bureau jeudi, parce que je disais quand même, faut que et puis je suis arrivé relativement là au milieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Bravo vraiment à toutes ces femmes. Pour revenir à la question de l'éducation populaire, je partage complètement. Moi, je suis parti d'une génération, j'ai 65 ans à la fin de l'année, où effectivement, je suis un peu le fruit de l'éducation populaire, de la MJC du quartier, du comité d'entreprise, où enfant d'une famille de 4 enfants, mon papa routier, ma maman à la maison, dans un quartier populaire du Mans. Ce qui m'a fait grandir aux côtés de l'éducation nationale, l'école, c'est effectivement cette présence dans le quartier de ces structures culturelles, sportives,
et qui, je crois, avec un élément pour moi qui est important et que j'ai beaucoup ressenti dans ce film, c'est le sens qu'on donne aux actions, quoi, où on s'aventure tout seul et c'est la loi de la jungle, du plus fort, de l'individualisme. Et donc, et on a eu des tapis et consorts, c'était cultivé fortement, où on met au cœur, en s'appuyant sur la créativité des uns et des autres, on est toutes et tous différents. D'ailleurs, moi, je pense que c'est notre richesse, notamment dans les quartiers dits populaires. Mais on travaille sur des projets communs, avec des objectifs communs, où chacun apporte sa pierre. Et on voit d'ailleurs là ce que le film et le travail remarquable, enfin oui, ce qui a été fait, ça donne même envie, je vais vous dire. Envie parce que souvent, quand même, dans nos vies, ce qu'on constate aujourd'hui, et j'oublie un aspect par rapport à l'éducation populaire, c'est la présence des associations. Moi, dans mon quartier, il y avait une association de parents d'élèves, une association de locataires, que sportifs, etc. Là, c'est plus compliqué aujourd'hui. Et effectivement, c'est souvent des groupes d'habitants, souvent des groupes d'habitants de femmes, qui résistent, qui permettent d'exister et qui permettent, y compris, de faire du commun et de faire des beaux projets. Même question sur l'éducation populaire. En fait, éducation populaire, depuis la philosophie des Lumières et depuis la Révolution française, ça devrait être un pléonasme. L'éducation devrait être populaire. Auparavant, il y avait un préceptorat pour les nobles, et puis les autres restaient analphabètes. Et là, précisément, depuis le XVIIIe, depuis la Révolution française, on est au contraire dans ce qui devrait être, ce qui rendrait en fait toute éducation populaire. Et ce qui devrait viser que tout populaire soit de l'éducation. Donc rien que le fait que le terme existe dissocié, finalement, nous dit que quelque part, cette révolution française dont nous nous réclamons n'a pas rempli réellement son rôle et que l'école gratuite, laïque et obligatoire, telle qu'elle a été construite à la fin du XIXe siècle par effectivement les lois qu'il instaurait, eh bien, elle non plus, elle n'a pas rempli sa fonction. Voilà, ça, je crois qu'il faut vraiment être très conscient de ça et qu'il y a quelque chose que nous devons interroger et que d'ailleurs ce film interroge remarquablement bien parce que Daniel l'a formidablement bien montré dans le film, mais remarquablement bien aussi parce que ces femmes de Stein l'ont remarquablement bien montré aussi dans leur travail. Et ce que je voudrais dire par rapport à cette question-là, c'est que c'est une question internationale. En fait, ceux qui finalement ont porté beaucoup depuis le XXe siècle la question de l'éducation populaire, ils sont au Brésil. C'est l'école de Paulo Freire, par exemple. Et là, il y a quelque chose qui nous renvoie effectivement vers l'Europe, ce qui devrait être notre fonction d'une manière qui soit beaucoup plus, en fait, qui soit réellement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire égalitaire, tout simplement. Inde, l'éducation populaire, ça te parle et ça part d'en bas pour toi? Oui, moi je dirais sur l'éducation populaire, c'est que nous on l'a vécu. Avec ce projet-là, c'était vraiment du vécu. Et on s'est tous mis la main dans la main, en quelque sorte, pour pouvoir la vivre, parce que, comme on le dit dans le film, nous on s'est jetés dans l'eau, en quelque sorte. On n'avait pas d'éducation sur ça, de cette résistance-là, mais en quelque sorte, on s'est appuyé sur d'autres expériences. L'expérience de Montpellier de 2017, l'expérience de Créteil en 2018, parce qu'il y avait les deuxièmes états généraux en 2018, et du coup, on a été amené justement par les institutions de la ville. C'est grâce au centre social que nous fréquentions qu'on a eu écho de ces deuxièmes états généraux. Du coup, on y a assisté. Et de là, on s'est dit, nous aussi, on vit les mêmes inégalités et on veut les revendiquer à notre niveau. Et c'est grâce à ces dames-là qui nous ont précédés que ça a été fait. D'abord, elles nous ont poussés. On a été jusqu'à Montpellier pour rencontrer les femmes qui ont initié ce projet. Et du coup, cette éducation populaire, nous, on l'a vécue pendant tout ce projet. Bien sûr, avec l'aide des institutions, l'aide de la philosophe Christiane Voller qui est avec nous, l'aide de sociologues, de psychologues. Non, mais vraiment, c'était vécu en quelque sorte. C'était vécu.
J'ai une question complémentaire. Après, je passe à toi, Daniel. Moi, j'ai vécu 30 ans à Saint-Denis, 5 ans à Saint-Ouen, ce qu'on appelle les quartiers populaires. Et j'entends souvent une phrase au marché ou peu importe, avec les militants, quels qu'ils soient, des tissus associatifs. Sans les femmes, il n'y a plus de vie de quartier. Je dirais que c'est vrai. C'est normal. Non, mais c'est vrai, c'est qu'il y a une grande résistance de femmes dans les quartiers populaires. Même dans les centres sociaux, on n'est que des femmes, malheureusement. C'est rare où on trouve un homme qui vient. On comprend qu'ils sont dans... C'était le sens de ma question. Effectivement, mais sinon, les projets, les résistances sont portés beaucoup par les femmes. Et heureusement. Daniel, même question, éducation populaire. Alors là, avec ton film, c'est absolument frappant, quoi. Alors, effectivement, moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que j'ai travaillé pendant 40 ans de journaliste, d'abord en presse écrite et ensuite en télé, à France Télévisions, sur les quartiers populaires, sur les banlieues, sur ce qu'on appelait la politique de la ville, le développement urbain, etc. Et je me suis aperçu qu'en fait, effectivement, ce que tu dis est vrai. On parle de moins en moins d'éducation populaire, on parlait de moins en moins d'éducation populaire, et on parlait de plus en plus, bizarrement, intervention des habitants, consultation, etc. Et je trouve qu'il y a eu un effet de ce qu'on appelait les politiques de la ville à partir des années 80, avec des interventions d'équipes, de sociologues, etc., qui ont un peu institutionnalisé ce qu'on aurait voulu être le point de vue, la concertation avec les habitants. Ça a pu avoir son intérêt dans certaines villes, mais ça a aussi dépossédé, je trouve, les militants, les bénévoles, les associations, de tout un savoir-faire et d'une expérience au profit d'une expertise. On parle même d'une ingénierie sociale permettant l'intervention des habitants, la concertation, etc. Et je trouve que ce qui revient depuis quelques années, et tu as raison, Jean-Emmanuel, de rappeler ce fait, de plus en plus d'associations, mais aussi de sociologues, mais aussi d'universitaires, se disent, après tout, retrouvant dans la philosophie, les pratiques et l'expérience de ce qu'on a appelé le mouvement d'éducation populaire, la spontanéité, mais aussi les pratiques de bénévoles, de militants, qui doivent réinvestir cette question de la démocratie locale, de l'intervention des habitants, etc. En tout cas, moi, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi ce qui se passe à Stein, parce que la municipalité de Stein tient beaucoup à ce qu'on ne fasse pas seulement de la concertation, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, on écoute vaguement, on dit mettez-vous autour de la table et puis dites-nous ce que vous en pensez, puis après on avisera. À Stein, certainement aussi parce que le maire de Stein, Azdine Taibi, est un ancien éducateur, parce qu'il y a aussi une expérience qu'il partage avec d'autres, comme avec Gilles Proust. Il a le souci de dire non, c'est pas suffisant de dire allez, on vous écoute et puis c'est bon. Il faut que les habitants puissent connaître les questions qui leur posent problème, connaître les difficultés, les étudier. Ils sont eux-mêmes experts, d'une certaine manière, des questions, comme les maires sont des parents, enfin les parents, de manière générale, ont une forme d'expertise de l'éducation. Et puis, il faut aussi apprendre à travailler ensemble. On voit dans le film, des fois, c'est pas toujours facile. Et puis, il faut aussi élaborer, il faut aussi apprendre à exprimer ce qu'on a à dire. Il ne suffit pas de prendre un micro et puis de parler comme ça. Il faut écrire des textes, des tribunes. Il faut peut-être aussi trouver des formes, comme la forme théâtrale que vous avez choisie. Enfin, voilà. Tout ça, ça s'apprend à accompagner de gens qui peuvent aider, accompagner sociologues, metteuses en scène, comme ici, des écrivains, etc. C'est toute une pratique, l'éducation populaire. Et je trouve qu'effectivement, ça revient comme une nécessité aujourd'hui, peut-être pour surpasser cette espèce d'ingénierie sociale qu'on a instituée dans les quartiers, dans les villes de banlieue, dans les quartiers populaires. Et je trouve que ça va certainement apporter un souffle nouveau. Alors, on rentre dans le dur, si vous me permettez. On va tous se mettre d'accord, je pense, ici, dans cette salle, y compris nos interlocuteurs et interlocutrices. Là, on parle de Stein, mais évidemment, les quartiers populaires, ça ne concerne pas que la Seine-Saint-Denis, même si c'est la principale des stigmatisations de France, si je puis dire. Il suffit de se promener désormais autour de la fête, hein. Il faut aller à Grigny, il faut aller à Fleury, enfin bref, on sait comment vivent les gens, et il y a des quartiers populaires absolument partout. Absolument partout. À l'Aune, c'est 11 000 habitants, je ne me trompe pas. La Sarthe, à côté du Mans. On peut dire même c'est la banlieue du Mans, on est d'accord. Il y a des quartiers populaires à l'Aune. Dans le film, là, et c'est pour ça que je dis qu'on rentre dans le dur, il y a une femme qui dit quelque chose qu'on entend très souvent, mais là, c'est formalisé de manière plus brutale.
Elle parle d'égalité théorique et de discrimination réelle. Comment on s'en sort de cette patate chaude, et sachant que, alors là, ça revient de très nombreuses fois dans ce film, mais ça revient en permanence dans les débats publics, et le maire que tu es l'éprouve tous les jours, j'imagine, l'État comme responsable. Comme si, d'une certaine manière, les collectivités locales, les associations, singulièrement le maire, étaient le dernier rempart. Si quelque chose était simple dans cette période que nous vivons, ça serait super, hein, on se reposerait, mais c'est pas tout à fait comme ça, tu as raison. Oui, Allonne, c'est 11 000 habitants et 50% de son territoire est en quartier prioritaire. Donc, voilà, toutes nos écoles sont en REP, enfin bon, étant tous les dispositifs de la politique de la ville. C'est vrai que... alors, on a parlé de politique de la ville. Déjà, le terme, ça nous intéresse beaucoup à les banlieues, parce que le terme en lui-même, ceux qui font la politique de la ville, c'est l'équipe municipale qui est élue tous les 6 ans. Et donc déjà là, la compréhension de la politique de la ville, c'est un peu, c'est souvent beaucoup trop techno. Tu me disais d'ailleurs tout à l'heure, moi je partage. Et donc, une des questions effectivement qui est posée fortement, et aussi, moi j'ai pris des notes en regardant jeudi le film, il y a la question effectivement de l'égalité de l'accès au droit. C'est une des questions essentielles. C'est que nos territoires, les territoires dans lesquels nous vivons, moi je vis dans le quartier prioritaire, j'ai toujours vécu dans, et ça ne s'appelait pas comme ça avant, mais c'est qu'aujourd'hui quartier prioritaire depuis ma naissance, donc je suis l'enfant oui, je suis un enfant de ce quartier, y compris de ce que je peux porter aujourd'hui. Souvent, c'est l'addition de discrimination, d'inégalités très fortes par rapport à l'école. Il y avait ce moment, par exemple, sur la question, le stage du môme. C'est une galère dans les quartiers. C'est une galère. Tu évoquais les mots de réseau. Effectivement, tu n'as pas de réseau. Je vois bien où est-ce que finissent les habitants, les parents. Ils viennent nous voir en mairie. Est-ce que vous pourriez pas prendre nos enfants dans tel service, avec toutes les limites que ça peut avoir, parce qu'accueillir un jeune, même en stage de découverte, il faut l'accueillir, il faut l'encadrer, il faut l'accompagner. On ne le met pas dans un coin, on regarde comment ça se passe, parce que ça serait assez terrible. C'est les inégalités sur le sport, par exemple, où dans nos quartiers, il y a moins de licenciés. Dans nos clubs que dans la moyenne nationale. C'est les inégalités par rapport à la musique. Alors, fait qu'à l'Honestin, on a une amie commune, c'est Zaya Zouani. Zaya intervient à Allonne, parce que nous, on a décidé de faire une classe orchestre dans toutes nos classes, dans toutes nos écoles élémentaires. Les mômes, pendant 2 ans, avec une mise à disposition gratuite d'instruments, ils font de la musique classique, différents suivant les écoles, et en plus, chaque année, ils se produisent sur scène avec Zaya. Mais c'est un moment extraordinaire. Parce que je pense qu'il y a 2 choses dans les quartiers. Il faut quand même que je revienne à ta question. Il y a 2 choses dans les quartiers qui me semblent importantes. La première, il faut redonner de la fierté aux habitants des quartiers, parce qu'ils sont mis plus bas que terre. Même si je trouve que l'image a commencé un peu à changer avec tout ce qu'on a fait avec l'appel de Grigny dans les médias. Je trouve qu'il y a des bougées. Moi, je le vois quand je rencontre un certain nombre de journalistes, et puis on voit dans leurs écrits, leurs reportages. Et puis, il y a la question de l'ambition que nous donnons. Les quartiers, oui, il y a du rap, il y a de la culture urbaine, mais les quartiers ils ont aussi la musique classique. Il ne faut pas opposer. Et chacun doit trouver son cheminement. Et chaque cheminement sera intéressant. Et donc, pour faire tout ça, effectivement, je reviens à ta question, c'est quel financement à un moment donné. Parce que donner des moyens, accompagner les habitants, les associations, les groupes d'habitants informels, il faut des moyens humains. Pour régler, on les renvoyait sur une plateforme numérique. Je dis ça de manière un peu provocatrice, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande réponse. Ouais, vous avez qu'à aller faire le passeport, la carte nationale d'identité, avoir accès aux différentes prestations. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, c'est le parcours du combattant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'habitants qui pourraient percevoir un certain nombre de prestations, ne les perçoivent pas. Je prends un exemple et je m'arrête là. Les 50 € pour le sport de Macron, plutôt une bonne idée. Mais tu es incapable aujourd'hui par ville de savoir combien d'habitants de la ville, enfin de familles l'ont eu, donc de gamins, par rapport au nombre total.
Alors qu'on devrait avoir un travail beaucoup plus précis en lien avec les associations pour aller chercher ce qu'on appelle les invisibles. Voilà, donc effectivement, on a besoin d'être épaulés, mais dans le même temps, nos villes populaires, c'est... J'étais à un débat hier avec Philippe Rio, Catherine Arroux, maire de Touléville, et puis Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. C'est des villes de passion. Les habitants sont passionnés. Je crois que les élus, souvent, faut plutôt être passionnés parce que... mais ouais, mais c'est pas facile, mais oui. Mais moi, chaque fois que je rencontre des habitants, des associations, ça me ressource parce qu'il y a de l'intelligence. Il y a de la volonté de travailler ensemble. Alors des fois il y a les emmerdes, mais bon après, ça fait partie de la vie tout ça. Hein. Mais donc voilà, oui effectivement, il faut que la République, le service public, peut-être on y reviendra. Pour l'égalité, quand même une des questions qui est posée, c'est la place du service public local et national. Hein. On n'a jamais inventé, parce que le service public, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien. Et donc il faut le préserver, le développer. Christiane Voller, je pose aussi la question à la philosophe, là, quand on parle d'inclusion, mais pour aller dans la continuité de ce que vient de dire Gilles Leproust, comment on passe concrètement, y a-t-il une possibilité, même je suis provoquant, des actes, de la parole aux actes, concrètement, entre le haut, le bas, entre les citoyens, entre les élus, et puis avec cette espèce de désertion de l'État. C'est très compliqué, hein. Alors, pour ce qui concerne l'État, c'est beaucoup plus qu'une désertion. C'est vraiment aller à l'encontre de ses objectifs égalitaires. Et justement, dans le film, c'est dit, et vous venez de le reprendre, la différence entre égalité théorique et équité réelle. Mais ça repose entièrement sur quelque chose qu'on a beaucoup travaillé justement pendant ces États généraux, qui est la question du double langage de l'État. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sert d'affichage? Quels sont les mots qui servent d'affichage? Et comment est-ce que cet affichage permet précisément, de manière extrêmement perverse, finalement, de masquer une réalité? L'un des termes qui sont le plus, dévoyés là-dessus, c'est justement le terme de république. Ce terme est repris actuellement par la droite dure, c'est-à-dire par une droite très proche de l'extrême droite et donc très proche d'une idéologie fascisante. Or, ce terme de république, il signifie ce que nous avons en commun. Mais précisément, au nom de la République, on va produire de la discrimination. La loi sur le voile, c'est de la discrimination produite au nom de la République. Et donc, du coup, ce terme de République, il devient un terme qui est très difficile à se réapproprier et qu'il faut se réapproprier. C'est-à-dire qu'il faut confisquer à ceux qui l'ont confisqué. Et qu'est-ce qu'on voit dans le droit, et en particulier justement dans le droit concernant l'école? C'est cet affichage républicain, égalitaire, gratuit, laïque, obligatoire, etc. Mais si on réfléchit aux origines de cet affichage, qu'est-ce que c'est l'école gratuite, laïque, publique et obligatoire? Qui l'a créée? Tout le monde le sait, c'est Jules Ferry. Qui était Jules Ferry? Ça a été l'un de ceux qui ont, l'un des hauts responsables de l'écrasement de la Commune de Paris en 1871. Il était maire de Paris au moment de l'écrasement de la Commune et il a là-dessus collaboré avec Thiers. Et quand il a créé cette école gratuite, laïque et obligatoire, c'était en vue non pas du tout de créer une égalité sociale, mais de créer une massification de l'éducation, non pas pour éduquer, c'est-à-dire pour élever, mais pour apprendre les hiérarchies sociales et pour imposer les hiérarchies sociales. Et dans le même temps, Jules Ferry était aussi un très grand turiféraire du colonialisme. Il a été l'un de ceux qui ont tenu les discours les plus violents, les discours racistes les plus violents, et qui ont entièrement soutenu l'entreprise coloniale française. Et là, on est vraiment au cœur de quelque chose qui était vraiment le centre de ces États généraux. C'est-à-dire, quand on dit pas quartier populaire, on dit quartiers qui sont venus à la suite de la décolonisation, c'est-à-dire à la suite de la colonisation, et qui sont traités comme des espaces coloniaux. Donc il y a une très grande difficulté par rapport à ça. La question de la police
se pose dans ces quartiers, et elle se pose comme une contre-éducation populaire. Parce que, comme le disait très bien des femmes du Blanc-Ménil dans un ouvrage qui a été écrit en collaboration avec le sociologue Saïd Bouamama, qui fait un travail remarquable sur cette question des discriminations, les femmes disaient « mais nos enfants sont éduqués à la garde à vue ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, précisément, il y a bien un double langage de l'éducation. Il y a d'une part ce qu'elle prétend faire, c'est-à-dire élever et permettre justement de faire fonctionner l'ascenseur social, et il y a ce qu'elle fait réellement, c'est-à-dire produire la BAC dans les quartiers populaires, et donc quelque chose qui est d'une violence extrême et qui produit une véritable contre-éducation populaire. Donc ce double langage républicain, nous sommes en plein dedans. Et je pense que nous devons aussi pour cela discréditer les fauteurs de ce double langage, c'est-à-dire inverser la position. Ces gens des quartiers populaires sont considérés comme subalternes. En réalité, et on le voit dans le film, sur le plan intellectuel, ils sont dominants. Ils ont une puissance et une force extraordinaires. Et ceux qui les considèrent comme subalternes, c'est-à-dire les technocrates à la tête de la, entre guillemets, République, ceux-là doivent effectivement, eux, être considérés comme intellectuellement subalternes, au vu du contre-travail qu'ils sont en train de mener actuellement. Et je pense que si on inverse cette position, on soutient aussi ces positions précisément non seulement de ces femmes, mais toutes les revendications des quartiers populaires. Et je pense que c'est là, effectivement, que nous devons, les uns et les autres, intervenir de quelque manière que ce soit et quelles que soient nos spécialités. Je vais passer la parole à la salle après, parce que j'imagine qu'il y a 1000 questions. Inde, quand justement on dit égalité théorique, discrimination réelle, et que là tu entends dans la bouche d'une philosophe que finalement vous êtes dominante, que ces quartiers sont dominants, comment ça te fait réagir ? C'est vrai que c'est très difficile de parler après la philosophe et de cerner tout ça, mais c'est vrai qu'on a appris avec elle. Et comme vous l'avez vu dans le film, surtout avec l'atelier de philosophie, c'est que cette revendication populaire des dominés que nous sommes face aux dominants qu'est l'État, ça nous donne cette force-là. En fin de compte, c'est nous qui faisons de la politique, la réelle politique. Et c'est ce qui nous donne cette force-là et cet espoir aussi de changer un petit peu les choses dans nos quartiers populaires. C'est vrai que les discriminations, elles sont multiples, pas seulement dans l'éducation. C'est l'éducation, c'est la police, c'est la justice, la santé. Il y a un désert de médecins même dans nos quartiers populaires. Du coup, on est discriminé de partout, mais on ne veut pas jouer à la victimisation et dire qu'on est victime de tout ça et que c'est bon, on ne fait rien du tout, on subit. Et puis non, on a envie de résister pour que ça change et espérons avec toutes ces mobilisations-là. Et comme on a dit dans le film, on veut que cette mobilisation de nos quartiers soit contagieuse. Et qu'elle passe aussi dans d'autres quartiers populaires, parce qu'il y en a partout. Et comme vous avez vu, on a travaillé avec Montpellier, c'est des centaines de kilomètres, mais c'est les mêmes revendications, les mêmes problèmes, les mêmes discriminations aussi. Mais si on travaille ensemble, et on résiste ensemble, certainement que les choses finiront un jour par changer, parce que ça fait longtemps que les gens luttent et que malheureusement, ce qu'on revendique en fin de compte, c'est que juste que les valeurs de la République soient respectées dans nos quartiers. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On nous parle toujours de liberté, égalité, fraternité. Ben, c'est tout ce qu'on nous demande. On ne demande pas plus que ça. Mais allez-y le faire entendre à nos politiciens, malheureusement. Daniel, j'ai une question pour toi très spécifique, parce que ça arrive à un moment donné clé dans le film, je trouve en tous les cas, puis ça me renvoie aussi à ma propre profession, si je puis dire. Donc c'est une question aux journalistes et aux réalisateurs, parce que on parle des politiques, on parle des moyens, de l'État, on parle assez peu finalement des médias et de ce que renvoient les médias sur les quartiers populaires. Alors ça ne concerne pas l'humanité, vous vous en doutez, encore que c'est le rédacteur en chef qui parle.
on fait sans doute pas encore assez le taf. Mais je ferme la parenthèse. Quel est ton regard sur le regard des médias, précisément, sur les quartiers populaires? Parce que les médias, ils sont quand même assez tranchés. On a d'autres débats sur la question des médias, des monopoles et de cette espèce de bulle infernale. Mais quand même, ce qui renvoie des quartiers populaires, c'est pas Jobard, si je puis me permettre l'expression. Bah, effectivement, déjà... Et si je puis dire, ça participe de tout ça aussi. Voilà. Bien sûr. Déjà, pour effectivement réfléchir sur une réalité, encore faut-il la connaître. Et ceux qui devraient nous permettre de connaître, ce sont ce qu'on appelle les médias en général. Et c'est vrai que ce qui nous est donné à voir des quartiers populaires, des banlieues, etc., c'est bien évidemment, enfin tout le monde le sait, très caricatural, c'est très d'un point de vue, c'est aussi fait par des journalistes et des rédactions qui souvent connaissent mal parce qu'ils n'en sont pas issus ou parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Il y a la question des moyens dans les rédactions, le temps d'aller dans les quartiers, de faire connaissance, de prendre des contacts. De moins en moins, les rédactions donnent ce temps. Alors donc c'est vrai qu'il y a une présentation très, très caricaturale qui sert un propos politique. Voilà, les classes dangereuses. La délinquance, ça flambe. La drogue, etc. Et c'est vrai que c'est méconnaître ce que Gilles Leprousse disait, c'est l'extrême richesse, l'extrême diversité. Enfin, beaucoup d'entre vous vivent aussi dans les quartiers populaires. On le sait que c'est très riche et malheureusement cette réalité n'est pas restituée dans les banlieues. J'avais assisté à des congrès de journalistes, parce que je suis aussi syndicaliste, et il y a un moment, même des confrères et même des camarades disaient « Ouais, mais tu comprends, quand on va dans les quartiers populaires, c'est compliqué, il y a de la violence, on se fait même agresser, voire... Effectivement, c'est une réalité. Mais je leur disais, vous savez, quand vous allez dans des grosses entreprises, vous ne rentrez pas comme ça, et vous êtes souvent d'abord reçu, accompagné, conduit par des responsables de communication, par des directrices, des attachés de presse, etc. qui disent « Attends, là vous pouvez filmer ça, là vous pouvez... on le voit par exemple quand une consort j'aime beaucoup et qu'on a beaucoup aimé, je pense, quand Élise Lucet essaye de casser cette mainmise des grosses institutions, des grosses entreprises sur la maîtrise de leur communication, voilà, Élise Lucet essaye de le faire. Et ben, je leur dis, mais vous savez, dans les quartiers populaires, les gens ne sont pas dupes du rôle des médias, les gens ne sont pas dupes de ce qu'on donne à voir d'eux. Et moi, je sais que dans les quartiers populaires, effectivement, c'est compliqué d'exercer ce métier de journaliste, parce que les gens veulent un petit peu, on le voit d'ailleurs dans le film, maîtriser ce qu'on dit sur eux, maîtriser ce qu'on dit sur la réalité de ces quartiers. Alors c'est sûr que ça passe pas par des attachés de presse qui vous font la danse des 7 voiles pour essayer de leur tirer. Bon, ça passe effectivement par des choses peut-être un peu plus abruptes. Mais c'est aussi les enjeux de communication dans les quartiers populaires, on le sait, ça existe. Enfin, les gens sont très conscients de l'image qu'on donne d'eux, de l'image des quartiers populaires. D'ailleurs, s'il y a eu ce débat entre vous et qu'on voit dans le film, c'est très, très prégnant. Je vais juste, petite chose dire, c'est aussi pourquoi l'éducation populaire, je trouve, revient aussi de manière vivante dans les quartiers populaires comme ici. C'est aussi parce que les partis politiques, et tous les partis politiques, malheureusement, ont du mal avec les quartiers populaires, y compris le Parti communiste, mais pas que. Voilà. Alors, les choses bougent, hein, on l'a vu aux dernières élections, heureusement, mais je trouve que voilà, les gens qui prônent cette idée qu'il faut repartir de l'élan populaire grâce, entre autres, avec l'éducation populaire, essayent aussi de reconstituer une dynamique de politique, une démarche politique. Si les partis politiques se réinvestissent ou re-questionnent leur rôle, tant mieux. Mais en tout cas, d'autres le font, comme effectivement des groupes plus informels. Gilles, tu voulais réagir? Oui, sur la question de l'image des quartiers. Je l'évoquais tout à l'heure également. L'Association des maires de villes et banlieues, on a travaillé avec, alors ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça, avec le groupe BFM,
sur un annuaire des quartiers pour que justement il y ait répertorié pour les journalistes, qui sont de moins en moins nombreux, donc le travail est de plus en plus compliqué, d'avoir des personnes ressources qui soient pas uniquement les élus ou les technos, mais des femmes et des hommes qui sont acteurs dans leur quartier. Et moi, je me félicite, y compris que le groupe France Télévisions et le groupe Radio France ont rejoint cette démarche. Il y aura prochainement une présentation. Je pense que ça, c'est des éléments qui peuvent aider que, effectivement, d'avoir que les journalistes aient donc des ressources, des points ressources, des personnes ressources qui expriment véritablement ce qui se vit dans nos quartiers, dans la diversité, parfois les contradictions, parce que d'un même côté, il faut pas... On ne peut pas non plus enjoliver des choses. Il y a des choses, tu le disais, où c'est compliqué. D'ailleurs, où les habitants le vivent durement. Mais on a besoin de cette pluralité, je dirais, de ressources. Et moi, je me félicite qu'on ait pu commencer à avancer. J'espère que ça va pouvoir se développer. Et s'aimer, effectivement. Je vous passe la parole tout de suite. J'ai une dernière question au maire que tu es. C'est une question toujours emmerdante, celle-là, mais c'est pas grave. Entre l'ambition politique, la volonté politique, la philosophie et tes engagements et les résultats. Il y a des matins où c'est difficile, franchement. Non mais franchement. C'est une question un peu intime, mais que j'aime bien poser. Je l'ai posée récemment à Philippe Rio. Enfin, on a bien compris que ta volonté était intacte, c'est pas la question. Hein, et que tous ces maires, je pense à Asdine, Taïbi, Astin, étaient habités par quelque chose qui les dépasse. Mais quand même, c'est bien de savoir aussi ce que vivent les élus confrontés à la réalité. Oui, bien sûr, des fois ça réveille la nuit, ça interroge, y compris sur des engagements. Mais je l'ai dit, nous sommes dans des villes de passion, avec des femmes et des hommes vraiment passionnés et passionnants et passionnantes. Donc moi, c'est un peu mon carburant qui me donne envie. Alors après pour ta question, ça veut dire, y compris, il faut qu'on scie les élus, quels qu'ils soient. Et pour ma sensibilité, je suis un maire communiste, parfois critique. Faut se réinterroger sur nos pratiques. Par exemple, aux élections municipales, on a fait de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti aux dernières d'une réunion entre les partis pour prédésigner les candidates et les candidats. On a fait une assemblée citoyenne, 120 personnes. On a travaillé sur le programme. Et après, on a lancé l'appel à candidature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes élus sur Allonne que je ne connaissais pas 6 mois avant ce travail, et qui sont aujourd'hui des élus, voire des adjointes et des adjoints de très grande qualité. Et donc je pense que plus que jamais, il faut ouvrir et non pas fermer. Et le problème des partis politiques, quand ils sont affaiblis, ils ont plutôt tendance à se fermer, y compris celui auquel j'appartiens. Ça, c'est dit. Juste, s'il vous plaît, juste une petite précision, je ne parlerai pas en tant que maire, n'est-ce pas? Mais en tant que maire. Merci. Non, c'est juste pour rebondir un petit peu sur cette idée-là. C'est que les maires, ils ont beau avoir une bonne intention pour leur politique et pour leur population. Par exemple, chez nous, avec Azzedine Taïbi, c'est vrai qu'il est très, très proche de la population. C'est vrai qu'il veut faire beaucoup de choses avec nous. Il nous encourage à la participation des habitants et dans la vie de la ville en général. Mais s'il n'a pas de moyens, comment il ferait ? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que lui aussi, avec l'aide d'autres maires, ils sont 5 maintenant, ils ont porté un recours contre l'État pour rupture d'égalité justement dans nos territoires. Parce que si on n'a pas des moyens d'en haut, ça ne peut pas se concrétiser en bas. Voilà. C'était juste cette petite phrase. Alors, quelques questions dans la salle. Alors, je vois femme politique. Alors, je suis là. Je vois que les femmes sont effectivement très présentes dans les quartiers populaires et que c'est elles qui font vivre souvent et qui sont à l'initiative de toutes les actions qui sont menées. Elles font de la politique, la vraie politique de terrain, la réelle politique. Elles sont très investies. Et puis ensuite, dans l'Association des maires de France, combien sont-elles ? Ça, c'est une bonne question. C'est plus qu'une question, c'est un constat. Parce que, comme l'Association des maires de France, c'est la représentation des maires dans ce pays, et que le nombre de maires femmes
enfin, ridicule, on va le dire comme ça, obligatoirement de fait, bah, cette association, elle met en éclairage ce déficit. Et je crois que c'est un enjeu, effectivement, pour les prochains scrutins municipaux, de faire qu'il y ait beaucoup plus de femmes du plus petit village à la plus grande ville, même si aujourd'hui la plus grande ville d'ailleurs c'est une femme, mais de France, de ce pays, effectivement qu'elles puissent prendre toute leur place, qu'elles soient, et puis d'être attentifs dans les conseils municipaux quand il y a, que les femmes ne soient pas cantonnées, adjointes aux affaires sociales, adjointes à la santé, parce que là aussi, hein, il y a les responsabilités, enfin il y a qu'elles soient en responsabilité, puis, mais sur toutes les responsabilités, hein, voilà. Mais donc particulièrement dans les quartiers populaires, puisque les femmes sont particulièrement investies dans la cause politique, et donc c'est encore plus saisissant de voir qu'à un moment donné, elles ne gravissent pas plus les échelons qui les mèneraient au pouvoir local. Voilà, donc c'est encore plus flagrant. Donc où est l'évaporation? J'aimerais bien vous entendre à ce sujet, madame. À votre avis, pourquoi, où est cette évaporation? Pourquoi les femmes n'arrivent pas dans les quartiers populaires jusque dans les plus hautes instances? C'est pas que dans les quartiers populaires. Ça, c'est quand même c'est au niveau enfin national et international. Donc je veux dire, c'est dans les quartiers populaires, il me semble qu'actuellement, il y a au contraire plutôt un mouvement. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par des femmes. Et beaucoup d'initiatives, y compris, de responsabilisation politique. On l'a vu récemment avec le mouvement On s'en mêle, d'ailleurs, dans lequel il y a énormément de femmes et qui souhaitent justement faire intervenir les femmes et les hommes des quartiers populaires au niveau des responsabilités politiques. Et en fait, ce qu'on voit partout, c'est que de toute manière, on est effectivement dans une culture qui est une culture de domination masculine depuis des siècles. C'est en train de se transformer depuis une cinquantaine d'années. La transformation est en train de s'accélérer quand même actuellement. On le voit dans beaucoup de professions, les professions médicales, les professions juridiques, etc., où il y a effectivement de plus en plus de femmes. Et puis après, oui, il y a bien sûr encore des résistances du machisme ambiant, mais ces résistances, en fait, elles seront d'autant plus fortes si les femmes qui ont des positions qui leur permettent d'accéder à certaines formes de pouvoir s'affirment elles-mêmes comme dominantes, ce qui existe aussi beaucoup dans les milieux des responsables politiques. Donc il ne suffit pas d'être une femme pour avoir un sens de l'égalité. On peut être une femme particulièrement dominante et dominatrice, et on peut être un homme qui a un sens de l'égalité. Et je crois que là-dessus, il faut vraiment bien disséquer ou dissocier les différents niveaux de rapport de la question du féminisme, question ultra légitime, à la question des rapports de pouvoir. Ce sont deux questions à la fois similaires et différentes. Alors, une autre question dans la salle. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être claire. Vous parliez de la difficulté de visibilité dans les médias et pour les médias d'aller travailler dans les quartiers. Moi, je me pose la question de savoir si on ne préfère pas en France parler, pour les quartiers en particulier, de ce qui ne va pas, plutôt que de parler de ce qui va, de ce qui fonctionne, de ce qui est source d'espoir et de vie dans ces quartiers-là. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là. Qui veut répondre? Juste, effectivement, ce qui est curieux avec les médias, enfin, moi j'ai travaillé donc 20 ans à France Télévisions par exemple,
c'est qu'il y a une espèce de culpabilisation des journalistes dans les médias qui, effectivement, sont portés à parler de ce qui va mal, d'abord parce que c'est plus facile. C'est plus facile de parler d'événements violents, etc., que d'aller faire un travail de fond, d'enquête pour savoir comment ça se passe dans les rapports entre les gens. C'est aussi politiquement, pour certains rédacteurs en chef, plus payant. Mais il y a une espèce de culpabilisation chez beaucoup de consoeurs et confrères qui se disent « Ah, quand même, de temps en temps, on pourrait dire du bien ». Et là, on tombe dans une autre logique qui n'est plus du journalisme, mais qui est des logiques de communication. C'est-à-dire, on a fait 5 reportages sur les quartiers populaires qui parlent de violence, de délinquance, de drogue. Allez, on en fait 1 ou 2 sur le rap qui marche bien. Parce qu'il faut compenser un peu, il faut équilibrer. Mais ça, c'est des logiques de communication, ça. Donc, une vraie logique, enfin, une démarche journalistique, pour fort heureusement, beaucoup de consoeurs et confrères, s'ils ont les moyens, c'est-à-dire le temps, c'est aussi d'aller chercher la complexité dont on parle. Et effectivement, je suis d'accord, c'est complexe, enfin, comme toute réalité sociale, mais c'est peut-être encore plus complexe dans les quartiers populaires parce que les choses se disent plus difficilement et ne se disent pas forcément selon les modes les plus classiques. Voilà, on n'a pas forcément des discours très construits, etc. Il faut aller chercher les choses. Et donc cette démarche journalistique qui est d'aller regarder une réalité dans toute sa diversité, dans toute sa complexité, c'est sûr que ce n'est pas ce qui est le plus répandu. Donc effectivement, on en vient à une logique de communication dont je vous parle, c'est-à-dire, allez, on fait un calcul en prorata. Je vous mets 2 reportages positifs sur 5 négatifs, et puis ouais, on va s'arranger comme ça, quoi. Une autre question dans la salle? En fin de compte, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est des petites réflexions dont je voudrais vous faire part. Et surtout des remerciements. Je voulais vous remercier, vous, madame, de la très bonne analyse que vous nous avez faite. Et je vais m'en resservir dans mon action militante, parce que j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Je voudrais vous remercier pour cet excellent documentaire et vous dire que moi, dans mon petit village, au fin fond de la Drôme, c'est une association qui organise le cinéma. Je vais le faire venir et organiser un débat derrière. Merci beaucoup. Quant au maire, je voulais vous dire que, voilà, moi je fais partie du même parti que vous et je voulais vous poser une petite devinette à la salle. C'est que le féminin de candidat, c'est pas candidate, mais c'est suppléante. Ce qui peut expliquer pourquoi on est aussi peu nombreuses dans les postes de responsabilité, y compris dans les partis de gauche. Voilà. Et je voulais terminer, avant de partir, pour vous dire, on n'est pas discriminé parce qu'on habite Stein ou parce qu'on habite au fin fond de la Drôme, parce qu'il n'y a pas d'école ou parce qu'il n'y a pas de médecin. On est discriminé parce qu'on est des pauvres, on est des travailleurs, on est la classe populaire, dans un système libéral effréné qui permet un capitalisme arrogant. Voilà. Pour finir, je voulais te dire, toi, ma sœur de combat, j'ai juste envie de te prendre dans mes bras et de t'embrasser. Excuse-moi. Eh ben voilà. Si tu permets, bien sûr. Juste une petite incise après ce moment d'émotion, mais c'est un moment d'émotion pour moi que de dire que ce documentaire, je vais juste vous dire, il n'a pas été commandité par personne. C'est une initiative individuelle soutenue par la Fédération nationale des centres sociaux, par la mairie de Stein, mais soutenue. C'est-à-dire c'est pas une commande et surtout c'est pas un documentaire produit par la télévision. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce documentaire, là c'est aujourd'hui sa première projection vraiment publique. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais toutes les autres projections publiques ne viendront que de l'initiative de ceux qui voudront bien organiser ces projections. C'est pour ça que j'en parle maintenant et merci pour l'invitation. J'espère qu'on reprendra le contact parce que pour l'instant ce documentaire n'est pas diffusé. C'est ce que j'appelle un documentaire artisanal, j'allais dire en circuit court, dans la mesure où je fais ça en bas de chez moi et avec mes caméras et c'est diffusé dans mon entourage. Donc c'est vraiment un circuit court. Si ça pouvait être un circuit un peu plus long. Donc toutes les initiatives, toutes les projections sont les bienvenues et on y répondra à tous, y compris le groupe, y compris les intervenants. On est tous disposés à venir dans toutes les projections, on nous invitera.
Appel au maire et à tout le monde. Une dernière question, parce qu'après on va déborder le timing. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Allez, la dernière. Bonjour. Oh, ça fait bizarre d'entendre ça la voix. C'est pas vraiment une question, c'est une impression. Pendant ce débat très riche, et aussi pour rebondir sur les derniers mots dits par la dame juste avant moi, elle a parlé de pauvreté. Et en effet, j'ai eu cette impression que la pauvreté est associée à quelque chose de sauvage et que la sauvagerie n'a pas sa place dans notre monde civilisé et qu'elle est toujours écartée de la société. Et j'ai beaucoup ressenti ça, et il y a une métaphore qui m'est venue à l'esprit, qui était qu'on est des pierres précieuses, tous, sauvages autant que pas sauvages, ou autant pas considérés comme sauvages, et que les pierres précieuses des pauvres, c'est des pierres qui sont là entièrement avec une masse volumique beaucoup plus grande et avec leurs imperfections, qui n'ont pas été polies par la civilisation et par la société. Et les pierres, du coup, civilisées, excusez-moi, je suis un peu émue, hein, c'est pas tous les gens qu'on parle. Et du coup, les pierres, disons, civilisées et normées, qui répondent à des codes de la société française pour ce contexte-là, seraient du coup polies et enlevées de leur imperfection, mais ayant du coup une masse beaucoup plus réduite. Et j'aime beaucoup cette métaphore, parce qu'il n'y a vraiment que ça qui m'est resté pendant tout ce débat, c'est que je vous ai vu comme des pierres précieuses, avec énormément de facettes, et du coup une densité énorme, et une grande richesse. Et ces pierres précieuses-là, quand on les fait rouler, elles peuvent faire mal, elles peuvent accrocher, mais elles sont là, elles sont brutes, et je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est resté. Et j'espère que vous resterez des pierres précieuses brutes. Quelqu'un veut réagir sur ces mots? C'est une bonne conclusion, cela dit. Hein. On est d'accord? On arrête là? C'est très beau. Allez. J'aurais juste ajouté un point, c'est qu'actuellement, la sauvagerie est à la tête de l'État. Voilà. Ça aussi, c'est dit. Un grand merci à vous quatre. Gilles, oui, Gilles, je t'en prie. Parce que, comme je suis maire d'Allonne, mais président de l'association des maires des villes et banlieues, je prends l'engagement, ici, sur cette fête de l'humanité, qu'on va voir pour voir comment villes et banlieues, dont beaucoup de villes se reconnaissent dans le reportage magnifique autour de ces femmes, eh bien on peut être partenaire, voir comment on peut y compris faire un petit tour de France des villes adhérentes à villes et banlieues. Donc on va voir concrètement, et puis je m'engage qu'on suive ça, et puis que pourquoi pas qu'on aille faire aussi traîner tous les quatre à droite à gauche. Voilà. C'est fait, c'est fait. Et les Amis de l'Humain en seront. On aura une initiative parisienne à l'hiver. Voilà, public, dans un cinéma parisien. Merci à tous les quatre, vraiment. C'était passionnant. À la fois le film de Daniel Bouy, je vous demande de l'acclamer. Inde, de Stein, des États Généraux. Christiane Voller, merci beaucoup d'être venue. Et Gilles Le Proust, maire d'Allonne. Le combat continue.